Oui, et donc, d'emblée, tu seras d'accord avec moi pour dire que cette histoire, parce que j'ai regardé les accords justement de 48, c'est de dire, alors c'est comme ça, ce qui prévoyait concrètement le plan de partage. Un État juif, environ 56% du territoire, incluant la plaine côtière, la Galilée orientale et le désert du Negev. Un État arabe, environ 43% du territoire, la Galilée occidentale, la Cisjordanie actuelle, la bande de Gaza et une partie de la côte sud. Une zone internationale, Corpus Separatum, Jérusalem et Bethléem, placée sous administration directe de l'ONU en raison de leur importance religieuse, une union économique, une monnaie commune et un système douanier partagé entre les deux futurs États. Et cet accord n'a jamais été respecté. Il n'a jamais été respecté. Pourquoi? Dès le départ. Parce que l'impérialisme ou le système capitaliste ne peut pas se contenter de 46%. Pourquoi pas 47? Et quand tu as 47, pourquoi pas 48? Et quand tu as 48, pourquoi pas 40? Parce que c'était 53 en plus déjà. Oui, mais parce que le système capitaliste ou le système d'exploitation, c'est toujours plus. Et le toujours plus dans des limites données. Tu ne peux pas dépasser 100%. Et donc, quand tu arrives à 100%, le système est mort. Le système, en 2026, est mort. Mais avant, c'était... Et c'est autrement, on ne comprend pas pourquoi le Liban, pourquoi la Cisjordanie, pourquoi les colonies, pourquoi ceci, pourquoi... C'est un système qui, par définition, ne peut pas avoir de limite. Le sionisme, même s'il y a les deux fleuves sur le drapeau israélien, c'est pas vrai. Ces deux fleuves, après, il va y avoir un autre territoire de l'autre côté du fleuve pour assurer la sécurité du fleuve, etc., etc. Par définition, le sionisme, comme tout système colonialiste, est un système qui ne peut pas s'arrêter. Et il ne peut pas satisfaire de ce qu'il qu'il a. C'est impossible, parce qu'il faut manger une fois de plus. Donc c'était déjà un leurre. Parce que l'accord de 47, avec le partage que je viens de te donner, c'était un leurre. Absolument, c'était du baratin. Les zones neutres internationales, ça existait. Moi, je me souviens, parce que c'est au moment où j'ai commencé à réfléchir, 67, l'évacuation de l'Eilat. Le golfe d'Eilat. L'ONU, les casques bleus qui tendent, et ça m'avait marqué. Je ne comprenais pas pourquoi. Quelques jours après, c'était la guerre des 6 jours, etc., etc. Le système capitaliste ne peut pas s'arrêter. Le moindre arrangement, alors je comprends bien que des fois, dans des situations de conflit, tu passes des accords, même si c'est contraint, parce qu'il faut gagner du temps, etc. Mais sur la logique foncière essentielle, considérer que le capitalisme peut s'arrêter... Oui, bon, on voit sur la question écologique. On voit sur la question écologique. Qu'ils détruisent le cadre même de l'exploitation et du profit, ils ne peuvent pas s'arrêter. Comme disait Lénine, ils sont capables de vendre la corde qui va servir à les pendre. Absolument. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est que ça remet... Tout est important dans ce que je dis. Oui, tout ce que tu dis est important. Mais ce qui est important là, précisément, c'est que ça remet en perspective le fait... Exactement, comme vous voulez montrer le nazisme comme une espèce d'épiphénomène qui serait différent des autres et qui c'est la logique, c'est la quintessence. Que personne, il n'y a rien de comparable. Là aussi, même parmi nos camarades antisionistes, il y a une espèce de fascination du sionisme comme si c'était quelque chose, un épiphénomène, une excroissance étrangère. Pas du tout en fait. C'est la logique. C'est la logique. Mais ça s'inscrit, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne sur 47. Ça s'inscrit dans une logique. D'ailleurs, dès 48, l'État la Haganah commence à combattre et à virer les gens des villages palestiniens et tout, et l'ONU fait des protestations qui n'ont aucune conséquence, ils virent tout le monde. Ils virent tous les Palestiniens. Ils font des erreurs. Tu sais, il y a Apathy qui a dit pour l'Algérie qu'en Algérie, la France avait fait 10 ou 12 oradours sur Glane. Il y a un film d'un Israélien et d'un Palestinien qui montre que pendant le Nakba, il y a eu aussi quelques oradours sur Glane. C'était pas des églises, c'était des mosquées. On mettait des gens à l'intérieur et on les cramait. Et ils ont viré les gens et ils ont dit la première chose, alors qu'il y avait dans l'accord de l'ONU, après, le droit au retour. Il n'y a jamais de droit au retour. C'est-à-dire qu'à chaque fois et après on l'a vu que les dirigeants palestiniens ont concédé au nom de la paix des choses sur l'État israélien, à chaque fois, l'État israélien a avancé d'un pas dans la destruction du peuple palestinien. Et c'est imparable. Oslo, conséquence. Camp David, conséquence. Il y a toujours eu, et c'est pour ça que, bien sûr que c'est un gouvernement d'extrême droite, bien sûr que c'est un gouvernement sioniste et un gouvernement de type fasciste, mais Golda Meir a dit cette phrase, « Nous n'en voulons pas aux Palestiniens parce qu'ils tuent nos enfants, nous en voulons parce qu'ils nous obligent à tuer les leurs. » Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est les Palestiniens qui sont responsables de leur propre mort. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Et l'agressé est quand même un petit peu responsable du sort qui lui arrive. Hein, vous étiez habillé comment? Une fois de plus, je vais citer Trotsky, il n'y a aucune raison. Dans un texte qui est considéré comme son testament,
il dit la chose suivante. C'est ses dernières phrases de son testament. La vie est belle, que les générations futures la débarrassent de toute violence, de toute oppression et de tout mal et en jouissent pleinement. C'est le système de l'oppression sur lequel l'opprimé est toujours responsable du sort qui lui est fait. C'est très intelligent de la part de l'ordre capitaliste. C'est pas notre faute, c'est la tienne. C'est pas notre faute, c'est la nature qui fait que, toutes choses étant égales, c'est la théorie du ruissellement. Les choses sont naturelles. Il y a un opprimé, il y a un oppresseur, et un jour l'opprimé, mais en attendant, bien fait pour sa gueule, le pauvre, il a bien cherché. Il a qu'à faire des études. Il a qu'à faire des études. Il a bien cherché. Il a bien cherché. La femme qui rentre dans un commissariat, je pensais à cette comparaison quand il y avait la discussion. Ah oui, tous ces petits. Dans une émission, je crois, à Parole d'honneur, je parlais de tous ces petits gauchistes de merde qui considèrent que l'Iran, quand même, ils sont un peu responsables du fait qu'ils aient été bombardés. Parce que machin, parce que ceci. C'est toujours le même système. C'est la femme agressée qui rentre dans un commissariat et à qui le policier qui prend la disposition dit « Et vous étiez habillé comment ?» C'est toujours la responsabilité de l'agressé. Et c'est insupportable. C'est toujours l'opprimé qui devrait se justifier du fait qu'il se révolte, du fait qu'il n'accepte pas d'être opprimé. L'opprimé n'accepte pas le fait d'être opprimé parce qu'il est opprimé, point barre. Je pense que cette question, on l'a bien abordée. Donc là, ça t'amène quand même à, non pas conclure, mais à amener à faire le lien maintenant sur le aujourd'hui. Sur l'aujourd'hui, justement, dans cette lutte politique, comme tu l'expliques très bien, il y a une lutte politique. Ce n'est pas une lutte politique entre sionistes et antisionistes. C'est une lutte politique entre ceux qui veulent changer la société, enfin changer le monde, empêcher cette violence, empêcher cette exploitation, et ceux qui sont pour trouver des petits accords pour la continuer. Et en plus, il y en a plus qui se déclinent à l'intérieur, les sionistes de gauche, les sionistes de droite, les gens qui veulent bien, qui sont contre les génocides, mais qui pensent que c'est de la faute au Hamas, etc. Il y a toute une série de... Mais aujourd'hui, là maintenant, quand tu vois la situation, qu'est-ce que tu penses? Tu penses de cette situation aujourd'hui? Ce développement de la guerre, de la capacité des peuples, parce que c'est ça aujourd'hui, maintenant tu as bien décrit le monde tel qu'il est, on va dire, et comment tu vois se dessiner? Et parce que ça existe déjà, mais c'est pour le dessiner la capacité des peuples à l'empêcher. Tu en as déjà donné des éléments quand tu as dit le mec, Amani, maire de New York, ça c'est des éléments de résistance en fait. Il y a de la résistance, il y a du combat. Mais aujourd'hui, comment? Parce que tu vois, moi j'en ai parlé là juste avant l'entretien, on était avec ton prédécesseur, on était au café. Raoul. Que je connais. Oui, on parlait avec une dame qui écoutait notre conversation. Elle est venue nous voir et elle a dit j'ai écouté ce que vous disiez, j'attendais de savoir si vous étiez des salauds, donc des gens qui justifiaient le génocide, ou si vous étiez des gens bien. Et quand j'ai vu que vous étiez des gens bien, que vous condamniez le génocide, j'ai compris dans la conversation, alors je vous ai regardé. Et en fin de compte, il y a des milliers de gens, et en particulier en France, et ça tu peux t'expliquer aussi pourquoi, il y a des milliers de gens, encore aujourd'hui, malgré les manifs et les prises d'opposition, qui considèrent qu'on laisse les Palestiniens mourir. Oui, qu'on laisse les Palestiniens mourir, et qui se sentent saisis d'un sentiment d'impuissance, parce que malgré le combat, malgré la condamnation, et parfois s'entraînant dans certains pays, des manifestations de masse, etc., même aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, etc., malgré ça, l'impérialisme continue à frapper, et donc la question qui se pose à tout le monde, c'est est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose qui arrête le bras du tueur? Il y a, et je vais prendre... Alors, il y a, en même temps qu'il faut faire très attention à une chose, comme disait Victor Hugo, l'avenir est un fantôme aux mains vides qui n'a rien et promet tout. Donc il faut être d'une grande prudence. Mais en regardant les choses à l'instant T, il y a deux choses totalement contradictoires, dont une est, d'un certain point de vue, un formidable élément d'espoir. D'abord, l'hypocrisie macronienne, de considérer que le ministre qui s'est comporté comme un tortionnaire fasciste est interdit de territoire. Ah bon? Et son remplaçant, il sera un mec formidable? Et son adjoint est un mec formidable? On a enfin trouvé le vilain petit canard dans l'armée sioniste, à qui le problème n'est pas le ministre dont le nom m'échappe, mais le problème est la logique qui amène à cela. C'est la logique politique du sionisme et de l'impérialisme qui amène à ça. Lui, c'est une canaille parmi d'autres. Ça, c'est l'élément négatif au sens de l'hypocrisie macronienne, si vous me permettez ce pléonasme. Parce que l'hypocrisie est macronienne et le macronisme est hypocrite. Mais l'autre élément
d'espoir, je vais dire. C'est ce qui se passe en Italie. Alors, indépendamment que Mélanie a un sens politique autrement plus grand que Macron, vraiment, c'est une femme politique. Quand la France se brouille avec l'Algérie, elle a fait ni une ni deux, elle est allée négocier un accord commercial avec l'Algérie. C'est une grande intelligence. Et c'est lié aussi au développement de la lutte des classes. C'est parce qu'il y a eu des grèves massives, etc., qu'elle a pris des positions radicales contre Israël, contre le sionisme. Et qu'elle a été battue à son référendum sur... Et qu'elle a été battue à son référendum, et qu'elle a fait quelque chose d'intelligent en disant « Oh là là, j'en tiens compte, elle n'a pas surfé sur... Elle n'a pas regardé ailleurs, parce que le point de départ, c'est la lutte de classe. » Est-ce que Macron, dans les quelques mois qui viennent, j'y crois pas une seule seconde qu'il puisse changer. Parce que ce type-là a l'hypocrisie collée à la peau, et fondamentalement n'est pas un personnage politique. Ce n'est pas un personnage politique. D'autres sont des personnages politiques, pas Macron. Mais la lutte de classe, telle qu'elle s'est expliquée en Italie, où, petit détail, tout petit détail, non seulement les appareils politiques n'ont pas pu jouer, mais y compris les appareils syndicaux contre-révolutionnaires n'ont pas pu jouer en Italie. En France, comme dit dans une récente conférence mon camarade Jérôme Le Gavre, est-ce qu'on a vu les dirigeants des grandes confédérations dans les manifestations? Non. En Italie, il y a eu des grèves, et des grèves importantes, et des grèves de masse, des grèves générales là-dessus. En France, ce n'est pas le cas. Et il y a une énorme responsabilité des grands chefs syndicaux. Mais fondamentalement, alors franchement, mon cher Béni, fondamentalement, je suis optimiste parce que j'ai une confiance illimitée, je le dis de manière grandiloquente, mais je l'assume totalement, une confiance illimitée dans la capacité de la classe ouvrière à briser ces obstacles. Autrement, Mamdani n'aurait pas été élu. Autrement, il n'y aurait pas 100 000 militants socialistes aux États-Unis. Autrement, il n'y aurait pas ce meeting à Londres du 20 juin où des gens de tas d'organisations différentes, avec des parcours extraordinairement différents, des trotskistes, des anciens maoïstes, des ceci, des cela, des syndicalistes, vont agir ensemble. Parce qu'il n'y a pas le choix. Soit on agit ensemble, soit on est écrabouillés les uns après les autres. Et cette capacité de la classe ouvrière à niveau mondial à agir, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, c'est une autre question. C'est ce qui va se passer. Mais je le dis avec toute la force de ma conviction, ça va se passer parce que c'est déjà en train de se passer. Parce que qui aurait parié, là encore, on va prendre un autre exemple, qui aurait parié que le peuple iranien allait sortir des drones fabriqués n'importe comment, qui allait foutre une raclée sur un plateau télé hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui disait, mais vous vous rendez compte, il y a 42 ou 43 avions et drones américains qui ont été démolis. Et le type disait, il ne peut pas se passer, un Iranien ne peut pas sortir le petit doigt sans que tout le monde le sache sur les plateaux télé. Et l'information que 42 avions américains et drones américains ont été démolis avec une fortune, hein, cette information est passée à l'as. Qui aurait parié que le petit, entre guillemets, peuple iranien allait foutre une branlée au grand impérialisme américain? C'est une raison extraordinaire pour nous conforter. Je comprends parfaitement que des gens hésitent. Avant une bagarre, hésiter, c'est même plutôt un bon signe. Mais les facteurs... Alors si on t'accuse, parce que tu viens de dire, et je pense qu'on t'accusera de ça, et c'est intéressant de prévenir, plutôt que guérir, de soutenir de cette façon le régime du Mollah. Si on t'accuse de ça, qu'est-ce que tu réponds? Ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Qu'on t'accuse de cela? Ah, ça me pose... J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que... Je vais prendre un exemple historique. Quand le Japon a attaqué la Chine en 1937, le régime chinois, c'était le régime de Chiang Kai-shek, qui avait foutu les communistes chinois dans les chaudières des locomotives. Il suffit de relire les bouquins de Malraux. Les révolutionnaires n'ont pas hésité. Entre l'impérialisme et le peuple, un peuple opprimé, quels que soient les dirigeants du peuple opprimé, je n'hésite pas une seule seconde. Autrement, ça voudrait dire que quelque part, j'accorde une sorte de valeur ajoutée à ce que pourrait faire l'impérialisme. Qu'après tout, ils vont apporter à la démocratie en bombardant les écoles, en tuant 170 gamines. C'est ça leur démocratie, c'est ça leur civilisation. Et puis, en plus, on va quand même gentiment rigoler sur le degré de civilisation du régime iranien et du régime français. Il y a plus de jeunes femmes
diplômés en Iran qu'en France, proportionnellement. Alors, le pays des Lumières, hein, le pays des Lumières. Et les mollahs, c'est la barbarie. Et ils oppriment les femmes. Il y a plus de femmes diplômées en pourcentage en Iran qu'en France. Bon. T'en conclus quoi? Qu'il faut abattre l'impérialisme. Ça, c'est la conclusion. Alors, c'est la conclusion de cette phase. Alors maintenant, j'ai une dernière. Une dernière qui mélange deux choses. Justement, qui se mélangent. C'était deux questions distinctes, mais je vais les rassembler. Aujourd'hui, il y a en France cette formidable, et tu t'en as répondu en partie, cette formidable campagne de dupes et de mensonges qui est d'accuser la France insoumise d'antisémitisme. Tu as répondu déjà que c'était à nous de les attaquer et pas de se justifier. Et, par ricochet, en fin de compte, en disant que la France insoumise fait de la démagogie antisémite pour conquérir l'électorat musulman, c'est clairement expliqué comme ça, on sous-entend que naturellement, les musulmans, de France en particulier, sont antisémites. Donc, en fin de compte, d'une pierre deux coups, LFI est antisémite et les musulmans, par définition, sont antisémites. Et je pense que ça, pour renforcer justement cette conviction des camarades et leur donner le courage de ne pas laisser passer ce genre de choses, je pense que c'est important que tu en parles. Oui, absolument. Et là aussi, il y a des exemples historiques. Je vais en prendre deux. En 1940, en Algérie, en France, les biens juifs sont réquisitionnés et sont vendus à l'encan. Il y a une consigne qui circule dans les mosquées. Il y a eu un paquet de témoignages, notamment d'un résistant qui s'appelait José Aboulker. Je le cite dans mon avant-dernier bouquin, qui est la biographie de Paul Ruff. Quand les biens juifs sont mis à l'encan, une consigne passe dans les mosquées. Ce sont nos frères dans le malheur, ne prenez pas leurs biens. Et José Aboulker continue. Pas un arabe ne devient administrateur du bien saisi. Connaissez-vous d'autres exemples d'une aussi admirable dignité collective? José Aboulker, comme son patronyme l'indique, juif et organisateur de la résistance en 1942, du débarquement de Torches, etc. Deuxième exemple, on ne fera pas de Roger Hanin un agitateur bolchevique. J'en pense ce que j'en pense, mais Roger Hanin avait un immense avantage sur beaucoup de gens, c'est que c'est un type sincère, ce qui est déjà pas mal. Et Roger Hanin disait la chose suivante. Alors, Roger Hanin, il faut resituer, parce que tout le monde ne connaît pas. Roger Hanin, acteur français, connu surtout dans ces dernières années comme commissaire Navarro. Comme commissaire Navarro sur TF1, feuilleton complètement populaire, etc. Donc, Roger Hanin, beau-frère de... Un acteur populaire, on acteur va dire. populaire, beau-frère de Mitterrand. Oui, sauf que Roger Voilà. Hanin disait la chose suivante. Citation. « Je suis juif et je dois une gratitude éternelle à l'Algérie d'avoir gardé sur sa terre et dans sa chair des centaines de milliers de juifs pendant des siècles et des siècles, jusqu'à l'arrivée des Français qui ont trouvé en envahissant le pays une communauté israélite intacte, heureuse et différente. » Il ajoutait « C'est cela l'Algérie, c'est cela l'islam, le respect, la tolérance, l'amour. » Fin de la citation du juif Roger Hanin, enterré à Alger, par ailleurs. Donc, voilà, l'histoire a prouvé, et pas l'histoire fantasmée, c'est deux témoins qui ont vécu cela disent c'est pas vrai. Qui serions-nous, à part Pascal Praud et d'autres, pour dire que ce n'est pas vrai? Alors moi, je vais dire deux choses aussi là-dessus. J'ai découvert, et tu le sais peut-être, que au début de la guerre d'Algérie, donc de la révolution algérienne, mais de la guerre d'Algérie du point de vue de la France, le décret Crémieux qui donnait la nationalité française aux Juifs, aux Israélites, a été suspendu. Donc c'est-à-dire que la marque de l'antisémitisme, quoi qu'on pense du décret Crémieux, la marque de l'antisémitisme, c'est l'impérialisme français qui l'a fait en faisant perdre aux Juifs le soi-disant avantage qu'il a eu à avoir la nationalité française. Et en 1942, le général Giraud, qui était une truffe absolue que De Gaulle a pu balancer, mais qui était l'espoir des Américains contre De Gaulle, parce que les Américains pensaient le manipuler, avait cette formule par rapport au décret Crémieux. Il représentait le... Non, redis ce que c'est décret Crémieux, ce que j'ai dit. J'ai parlé des décrets Crémieux. Crémieux, c'était un député qui avait accordé un certain nombre de libéralités aux Juifs, pas aux musulmans. En particulier la nationalité française. Oui, et le général Giraud avait dit la chose suivante, le juif à l'échoppe, l'arabe à la charrue. C'est-à-dire que pour l'impérialisme français, ou l'impérialisme tout court, pourchassait dans la même détestation les juifs et les musulmans. Il n'y avait pas de noirs en Algérie, il y en aurait eu, ça aurait été la même chose. Parce que l'impérialisme, par nécessité, est discriminant.
Et la deuxième anecdote que je vais raconter, c'était que au cours d'une réunion avec le fameux Jérôme Le Gall, dont tu as déjà parlé, député LFI, membre du POI, une réunion à la demande c'est une des maires de Montfermeil et Clichy-sous-Bois qui avait demandé à toutes les forces politiques qui voulaient manifester pour la Palestine. Et le seul qui leur a répondu positivement, qui leur a demandé une salle auprès de l'Amérique, qui est venu à la manif, j'y étais d'ailleurs, c'était Jérôme. Et à la fin de la première manifestation, il y a une réunion qui se tient dans une salle de l'Amérique qu'il avait obtenue avec environ 200 personnes. Il y a différentes interventions. Et moi, à un moment, c'est mon leitmotiv, hein, je le dirai jamais assez, je refuse que le sionisme parle au nom des Juifs. Le sionisme est contraire des Juifs, c'est même leur ennemi. Et donc, je répète la fameuse phrase de ma mère. Ma mère, etc., a dit « Je ne veux pas qu'on fasse l'arabe parce qu'on a fait aux Juifs ». Et c'était la dernière intervenante, c'est une femme qui s'est levée, voilée. Et elle a dit cette phrase extraordinaire, elle a dit « Je suis très content de l'intervention de monsieur. Parce que parfois, dans la colère, on pourrait déraper. Sous-entendu, on pourrait mélanger juifs et sionistes. Et ce qu'il a dit nous permet de garder notre calme et de garder notre intelligence. » C'est très bien. Et toutes choses étant égales, il y a un maire LFI racisé, comme on dit, je ne sais plus où, c'est pas à Saint-Denis. Il était à une cérémonie juive il y a quelques jours. On le voyait lire un texte en hébreu et danser les danses rituelles. Moi, je suis pour ça. Moi, je suis pour parce que tu as parlé de ta maman et tu as eu raison. Et ta maman, ce que tu dis, ta maman me fait toujours penser à cette phrase que je cite toujours en pensant à ta maman d'ailleurs, du prophète Hillel, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit. Et il ajoutait maintenant, rentre chez toi et étudie. Et c'est autrement on s'en sort pas. On s'en sort pas s'il n'y a pas cette, j'allais dire empathie. Empathie est un terme tellement galvaudé, mais on posait la question à Marx, quelle est votre devise préférée? Et il répondait, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Une fois de plus, je suis d'accord avec Marx. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Marc. Vous pourriez applaudir, même si vous n'êtes que deux. Hein. Et toi? Il te connaît trop.